Merci beaucoup, Salman Zaidi, d'abord pour avoir, dans votre intervention, montré combien le terrorisme frappait d'abord, ce terrorisme islamiste frappait d'abord en terre d'islam, et que le Pakistan, comme d'autres, sont les premiers exposés à ce type de violence. D'avoir montré, pour nous, chez nous, qui considèrent que il y a des pays peut-être qui ont été incubateurs de cette violence et que nous ne sommes qu'une terre d'importation dans laquelle le terrorisme, hélas, fait souche, qu'on peut élargir bien des réflexions sur l'origine, sur les confrontations, sur ce que révèle cette problématique du terrorisme islamiste. Vous avez, dans votre formule de Paris à Peshawar, évoqué comment, au fond, le mécanisme de la radicalisation exposait les sociétés politiques à des réflexions, remettait en cause leur base dans un régime autoritaire comme le Pakistan ou même dans un régime comme la démocratie où il faut toujours régler la forme de la violence, de la répression. Combien les programmes de déradicalisation, que ce soit en Arabie Saoudite, en Irak, au Pakistan, vous les avez évoqués, c'est-à-dire en termes d'islam, ou dans des pays comme les nôtres qui sont sécularisés, combien tous ces programmes produisaient finalement relativement peu d'effets, quelles que soient les méthodes ou les procédés que nous appliquions. Et puis vous avez terminé, et je pense que c'est peut-être par là que Yves Boyer va prendre, lui, le relais de cette discussion, nous amenant sur une problématique qui est plus celle géostratégique, plus celle de la confrontation, plus celle des conflits, de l'effet porté de ces conflits. Vous avez évoqué le Cachemire, vous avez évoqué aussi la problématique de l'Afghanistan, de ces conflits sur la société pakistanaise elle-même et je dirais de tout ce qui crée trouble et violence en son sein, avec la tendance tantôt à la réexporter ailleurs, tantôt à instrumentaliser également ces conflits. Yves Boyer, je te cède la parole, Yves. Merci Louis. Je voudrais m'associer à tes remerciements auprès de M. Zaidi pour lui dire combien son exposé était de grande qualité et extrêmement synthétique. Alors de mon côté, je vais dire des choses peut-être qui ont été un petit peu mentionnées. Par avance, je m'en excuse. Je vais traiter non pas tellement du comment, parce que c'est ce qu'a fait M. Zaidi, comment éradiquer. Je vais plutôt aborder la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une radicalisation ? Et je vais revenir donc à cet objet, ce pays, ce grand pays, ce pays pivot qui est le Pakistan. Alors d'abord une présentation un petit peu physique, je crois que ça s'impose parce que vous allez voir pourquoi. Donc le Pakistan, c'est un pays pivot, c'est une superficie d'une fois et demie celle de la France, donc à peu près un petit peu moins de 800 000 km. C'est un pays pivot parce qu'il est bordé par l'Iran, par l'Afghanistan, avec lequel il partage une frontière de l'ordre de 2600 km, par la Chine, une frontière d'un petit peu moins de 500 km, par l'Inde, 3100 km, et évidemment, vous avez en dessous, si je puis dire, l'océan Indien, en l'occurrence la mer d'Oman. Donc c'est un pays pivot, c'est un pays qui offre qui a des potentialités remarquables, et notamment c'est un pays qui, par le port de Gwadar, vous voyez le M de mer d'Oman, bien Gwadar, si vous montez le M, si j'ose dire, vous butez sur la côte et vous avez le port de Gwadar, qui est une entreprise qui a été montée avec la Chine, et par ce port de Gwadar, vous donnez un accès au Turkménistan, à l'Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, vous donnez un accès à la mer, à ces pays. Vous donnez également un accès à la mer pour la province du Xinjiang chinois. Il y a une autoroute qui va de la province du Xinjiang jusqu'à Gilgit et qui descend pratiquement jusqu'à Gwadar. Et c'est donc un pays extrêmement important en termes géopolitiques, en termes géostratégiques. C'est le 4e pays de la planète en termes de population, 200 millions d'habitants. Et c'est la 3e population musulmane du monde, derrière l'Indonésie et l'Inde. C'est une puissance nucléaire, il convient de le rappeler. Et une des caractéristiques du Pakistan, c'est un pays jeune. Ses frontières ne datent que de 1972, finalement, et elles ne sont pas stabilisées
parce qu'on voit bien que la question du Cachemire, vous y avez fait allusion, M. Zaidi, n'est pas réglée. C'est un pays jeune avec 55% de sa population qui a moins de 25 ans, 55%. Une croissance dans les dernières années de l'ordre de 4% par an, ce qui est déjà pas mal par rapport à certains autres pays, mais ça ne suffit pas, si vous voulez, à donner du travail à cette immense masse de jeunes dont certains se trouvent un peu à l'état d'abandon. C'est un pays qui est traversé par des contradictions internes liées notamment à des entités géographiques et ethniques affirmées. Vous avez un certain nombre de provinces que vous voyez sur cette carte. Vous avez un certain nombre de groupes ethniques, plusieurs dizaines. Je vais mentionner les principaux. Juste pour l'anecdote, vous avez au nord de Peshawar, vous avez un petit groupe humain qui s'appelle les Kalash, dont on dit que ce sont les descendants des soldats, de l'armée d'Alexandre. Alors, les principaux groupes, si je puis dire, vous avez les Pendjabis, vous avez ces 48% de la population, vous avez les Sindhis, 14%, les Pathanes, ce qu'on appelle Pashtuns au Pakistan, 16%, et les Baloutches. Il se trouve que les Baloutches, les Pendjabs et les Pathanes sont à cheval, si je puis dire, puisque vous avez des Baloutches en Iran, dans la province du Sistan-Balouchistan, vous avez des Pashtuns en Afghanistan, 42% de la population afghane, et vous avez des Pendjabis en Inde, puisqu'il y a un État indien qui s'appelle le Pendjab. Alors, remarquons que le Balouchistan est l'objet d'une guérilla assez forte de la part d'indépendantistes qui voudraient créer ce Balouchistan qui inclurait la partie iranienne de ce qui est aujourd'hui le Balouchistan pakistanais. Les Pathanes, alors eux, on les trouve au nord-est, et notamment dans les Fatah, ce qui ici est marqué AFZT. Vous avez un certain nombre là d'agences, dont deux agences dont vous avez entendu parler, sans doute le Waziristan du Nord et le Waziristan du Sud, qui sont, si j'ose dire, des repères de djihadistes et des repères de djihadistes très, très durs. Alors, ces Pashtuns ou ces Pathanes, avant l'invasion soviétique de l'Afghanistan, on voyait un fort mouvement indépendantiste, séparatiste, avec une revendication pour créer un Pashtounistan qui aurait réuni les Pathanes et les Pashtuns dans un même État. Et cette division ou ces différentes ethnies que l'on retrouve, que je vous ai brièvement montré, on retrouve cette division ethnique, par exemple, au sein des institutions de l'État. Par exemple, l'armée de terre pakistanaise est composée à 75% de Pendjabis et 20% de Pathanes. Donc, vous voyez, les autres minorités ne sont pas représentées au sein de l'armée de terre, pakistanaise. Alors, dans cet ensemble très divers, l'antagonisme avec l'Inde a, dès les origines du pays, accentué l'importance de l'islam comme barrière, mais également comme facteur de cohésion interne. Je vais y revenir dans un instant. Et on a coutume de dire que finalement, l'Inde, c'est un pays sans État, et le Pakistan, c'est un État sans pays. Et qu'est-ce qui crée le pays, si ce n'est ce liant, ce facteur unificateur qu'est l'islam? Alors, un certain nombre de mots sur l'islam. Alors, avant l'indépendance de ce qui deviendra le Pakistan, il y avait une espèce de tension entre une partie de l'élite qui demandait l'indépendance et qui souhaitait que le Pakistan soit musulman, et par ailleurs une fraction importante des leaders religieux qui demandaient que le pays soit islamiste. Donc c'est plus qu'une nuance. Et depuis lors, le balancier semble osciller entre ces deux visions du Pakistan, et ces deux visions, ou ces tensions entre ces deux visions, un pays musulman, non un pays islamiste, créent des troubles internes endémiques. Et il faudra attendre finalement 2013 pour que la première fois, depuis l'indépendance du Pakistan, le Parlement a pu terminer sa mandature après 5 ans de fonctionnement sans être interrompu par un événement extraordinaire. Et il convient aussi de rappeler que le Pakistan a connu 33 années de régime militaire,
que c'est un pays où la violence règne, non seulement du fait des extrémistes, mais aussi il y a une violence politique. Et rappelez-vous l'assassinat du Premier ministre, Mme Benazir Bhutto, en 2007. Et dans ces conditions, il convient de rappeler qu'il est difficile d'établir un État de droit qui respecte les minorités, notamment les minorités chrétiennes. Et vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu l'assassinat en 2011 du gouverneur du Pendjab, Salman Taseer, qui avait défendu une chrétienne condamnée à mort pour blasphème. L'exécution de son assassin a eu lieu il y a une semaine et ça a donné lieu à d'importantes violences au Pakistan. Alors aujourd'hui, il me semble que le Pakistan qui essaye de tirer son épingle du jeu, mais il est menacé de l'intérieur par un certain nombre de mouvements djihadistes. Alors ces mouvements djihadistes, là aussi, qui sont-ils? Alors je ne vais pas faire la radiographie de ces différents mouvements, simplement je voudrais rappeler que ces mouvements djihadistes, ils ont été soutenus, pour certains d'entre eux, en sous-main par Islamabad, et plus précisément par l'ISI, l'Inter-Services Intelligence. C'est une agence de renseignement militaire, c'est l'agence de renseignement militaire qui a été créée incidemment, et c'est pour ça qu'elle est efficace, par un général britannique en 1948. Et cette ISI, pour parler anglais, eh bien, elle a pris de l'ampleur, elle a pris un rôle extrêmement important après le coup d'État du général Zia-ul-Haq en 1977, et elle a repris, si je puis dire, encore davantage d'importance avec ou après ou grâce à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que la CIA, ISI, les services secrets saoudiens, le General Intelligence Presidency ont soutenu des mouvements de guérilla islamistes contre les soviétiques. Alors pour le Pakistan, pour ISI, c'était de faire d'une pierre deux coups, lutter contre les soviétiques, bien sûr, mais aussi défaire les nationalistes patanes qui rêvaient toujours de ce Pachtunistan. Et donc, en utilisant les islamistes, on va éradiquer, ou en tout cas on va réduire l'influence des nationalistes patanes. Et ça s'est bien passé. Et à cela s'ajoute un autre phénomène, c'est que les Américains, un peu là des luttes internes entre les mouvements de guérilla, notamment les Pashtuns, etc., les patanes, se sont dit, mais pourquoi pas injecter dans la bataille contre les soviétiques des djihadistes qui seraient recrutés dans le monde arabe. Et là, on a vu l'Arabie saoudite financer, on a vu un certain nombre de personnes venir s'entraîner dans des camps où on trouvait la CIA, le MI6, ISI et les Saoudiens. Et si vous voulez, tout ça, c'est extrêmement bien déroulé, puisque les Soviétiques, finalement, eh bien, ils sont partis, sauf que ça a créé quand même, ça a laissé des traces, et ça laisse des traces. Et ça laisse des traces encore aujourd'hui, parce que, par exemple, le ISI soutient encore, par exemple, le réseau Haqqani. Le réseau Haqqani, il se trouve au nord-Waziristan, que j'ai mentionné tout à l'heure, dans la zone AFZT. Et ce réseau Haqqani, il a joué un rôle, bien sûr, dans la guérilla contre les soviétiques, mais il a joué un rôle extrêmement important contre la présence des Occidentaux en Afghanistan, et il continue à jouer un rôle, à tel point qu'il y a 2-3 ans, le président du comité des chefs d'état-major des États-Unis s'est plaint auprès des autorités pakistanaises du rôle de ce réseau Haqqani qui ne cessait d'organiser des attentats, des choses horribles contre les forces présentes en Afghanistan. Alors, de la même façon, ISI a utilisé les djihadistes comme élément, comme outil, comme instrument de politique étrangère pour intervenir contre l'Inde à partir du Pendjab, et récemment encore, en janvier, donc c'est hier, un groupe de terroristes venus du Pakistan a attaqué une base aérienne indienne située sur un axe stratégique reliant le Cachemire indien au reste du pays, tuant plusieurs soldats. Alors, donc tout ça donne un tableau un petit peu préoccupant, et je vais accentuer ce tableau un petit peu noir dans ma conclusion. Pour souligner d'abord que des forces profondes ont été réveillées et exacerbées depuis la décennie 1980, qui
qui a entraîné, et là peut-être que M. Zaidi ne sera pas du tout d'accord, une sorte de, alors je le dis avec beaucoup de guillemets, de saoudisation de la société par le recours à la pratique d'un islam rigoriste dans la tradition des wahhabites, qui ont financé d'ailleurs énormément de mosquées. Les madrassas, il faut en parler, elles ont proliféré. On en a environ 26 000, dont 9 000, 9-10 000 non enregistrés, qui sont en particulier affiliés à la secte Deobandi dont les talibans se réclament. Et vous vous souvenez peut-être que Tashfin Malik et son mari, qui récemment ont assassiné 14 personnes à San Bernardino, en Californie, eh bien Tashfin Malik avait fréquenté une madrasa au Pakistan. Alors certes, aujourd'hui, les autorités pakistanaises, et M. Zaidi y a fait allusion, essayent de contrôler ce qui est enseigné, et tout récemment, un plan en 20 points a été promulgué par le gouvernement pour lutter contre les plus extrémistes de ces madrassas. Certaines sont fermées, on a évoqué 180 fermetures, mais sur les 40 000 qui existent, c'est pas beaucoup. Et donc, on note ce mouvement de réislamisation de la société, phénomène que l'on retrouve aussi ailleurs, en Afghanistan et en Malaisie. Et ce phénomène, ce mouvement, est malheureusement accompagné de sentiments anti-occidentaux exacerbés. Et pour rajouter une cerise sur le gâteau, si j'ose dire, il n'est pas étonnant que tout ça ait aiguisé l'appétit de l'État islamique, qui cherche à développer son influence. Et celui-ci, cet État islamique, il a profité de l'affaiblissement du leadership taliban avec le problème de la succession du Mollah Omar. Alors certes, un nouveau Mollah a été élu, le Mollah Mansour, mais ça a créé des divergences, des difficultés au sein du mouvement taliban, et l'État islamique s'est précipité pour exploiter ses faiblesses, et il a nommé un gouverneur du Khorasan. Alors je ne sais pas si je vais arriver à... Mademoiselle, est-ce que vous savez comment on change de... Pardon ? Ben oui, mais si vous voulez, je ne suis pas très... Merci, monsieur. Ah, pardon. Ah, voilà, merci. Thank you very much indeed. Donc, vous voyez, le Khorasan, c'est... le Khorasan, pardon, c'est cette espèce de vaste zone qui englobe l'Ouzbékistan, une partie de l'Iran, une partie du Turkménistan, une partie du Tadjikistan, une grande partie de l'Afghanistan et du Pakistan. Et bon, eh bien, pour ce Khorasan, l'État islamique a nommé un gouverneur, et il a comme adjoint un ancien détenu de Guantanamo. Et on voit que l'État islamique continue à faire sa publicité en la matière. Dans cet horrible journal, et je m'étonne qu'on le trouve, et je le dis devant Monsieur le secrétaire général de la Défense nationale, je m'étonne qu'on puisse le trouver encore sur le net, Dabiq, dans le numéro Dabiq le plus récent, vous avez un certain nombre de pages qui sont consacrées au Khorasan. Et notamment, vous avez une grande interview, si on peut dire, de ce nouveau gouverneur. Et on voit qu'ils sont assez actifs parce qu'ils ont déjà ils ont dit que le Mollah Mansour, que j'ai évoqué, le nouveau chef des talibans, eh bien c'est une marionnette du ISI. Ils ont dit qu'ils allaient mener la lutte contre, je les cite, les athées chinois et les hindouistes pour créer le Khorasan. Et on voit des attentats qui commencent à être revendiqués, et ces attentats qui ont lieu notamment contre des chiites, notamment contre les Hazaras. Je vous rappelle que les chiites, c'est 20% de la population du Pakistan. Eh bien, les revendications de ces attentats, c'est, je cite, pour venger les morts musulmans innocents en Syrie. Donc on voit l'irruption de l'État islamique. On peut espérer que c'est une irruption douce, si je puis dire, mais si vous voulez, c'est inquiétant parce que ça rajoute de la radicalisation à la radicalisation qui existe au Pakistan, malgré les efforts louables du gouvernement pakistanais pour réduire les effets de cette radicalisation. Je vous remercie. Merci. Alors, j'ai demandé à M. Zaidi de répondre après avoir fait la démonstration que la modernité informatique était plutôt du côté de l'Université d'Islamabad que du côté de la Sorbonne. Pour répondre un peu au tableau que tu viens de faire, je retiens peut-être
3 questions. Vous me permettez de reformuler autour de 3 questions ce qui était, les points qui étaient évoqués par M. Boyer. La première, c'est comment les interventions occidentales, à la fois, je dirais, pour créer un front anti-soviétique dans la région au moment de la guerre froide, ensuite peut-être dans des erreurs de conduite de la guerre en Afghanistan, ont durci un certain nombre de situations ou de désordres à l'intérieur ou à la frontière du Pakistan. La deuxième, me semble-t-il, c'est la question qui est évoquée autour de la montée du salafisme, du wahhabisme, de ce travail en creux dans la société pakistanaise, et comment vous sentez, je dirais, les diverses dynamiques, les diverses énergies religieuses dans votre pays, avec certaines tendances marquées à la radicalisation, et comment vous définiriez cet équilibre interne. Et puis enfin, voilà la dernière question que pose l'État islamique autour de cette logique de Khorasan et de violence importée ou projetée par l'État islamique sur votre pays. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur. J'aimerais commencer par la deuxième question, si vous me le permettez, qui traite vraiment de la montée du salafisme, mais non seulement sa montée, mais aussi sa diffusion au Pakistan. J'aimerais éclaircir quelques petites choses concernant le Pakistan également. Il s'agit d'un pays qui a une grande diaspora dans le monde entier, dans des pays européens, les États-Unis, une grande diaspora au Moyen-Orient également. Et tout comme le salafisme s'est diffusé dans le monde entier, il s'est diffusé également au Pakistan, également à cause de la diaspora. Tout comme une idéologie transcende les frontières et qu'on ne peut pas la pénaliser, eh bien le salafisme a pu s'établir au Pakistan du fait de cette idéologie. Bien sûr, il a été accueilli à bras ouverts, surtout dans la province du Pendjab, comme on l'a souligné, parce qu'au Pendjab, il y a une grande diaspora dans le monde entier. Les Pashtuns, dont on a parlé, travaillent en grand nombre au Moyen-Orient. Et donc ces liens, cette imbrication sociale qu'on ne peut pas empêcher ou arrêter, a joué un rôle dans la société pakistanaise. Ça, c'est un premier fait. Que font ces groupes, les salafistes, ou bien ceux qui ont des tendances salafistes ou wahhabistes, ou bien que font tous les groupes terroristes dans le monde? Certes sont salafistes, d'autres ont d'autres nuances d'apprentissage ou de persuasion islamiste, mais on en trouve moins. La grande majorité des organisations dont on entend souvent parler, celles qui sont en Afghanistan, en Syrie, suivent bien sûr cette pensée salafiste. Et c'est comme cela que l'on retrouve des financements qui sont passés d'Arabie Saoudite, qui sont passés si facilement au Pakistan, en Malaisie, où il y a un problème de radicalisation. C'est parce que quelqu'un a tout du long financé ces mouvements. À de nombreuses reprises, il a aussi fallu que j'explique comment la révolution iranienne de 1979 a créé cette rivalité. Mais à vrai dire, au Pakistan, cette rivalité est sans égale. D'un côté, il y a une énorme infrastructure, une énorme machine qui a été créée par les Saoudiens et par des monarques moyen-orientaux dans l'ensemble du Pakistan et de l'Asie du Sud, mais dans le reste du monde également, en réaction aux investissements menés par les Iraniens. Mais l'ampleur est sans commune mesure. Bien sûr, on retrouve cette rivalité au Pakistan, mais cela n'a pas entraîné de violence communautariste. Si l'on recherche un équilibre, je crois que le projet salafiste est bien plus sain que d'autres. Mais récemment, on a vu aussi une autre tendance au Pakistan. C'est le résultat d'une société radicalisée. La grande majorité de la société pakistanaise qui suivait un certain courant d'islam assez modéré s'est tournée vers la violence. Et c'est assez
troublant parce que cette tendance est une tendance soufiste. Ils se sont tournés vers la violence et cela reflète le fait que maintenant notre société est militarisée, qu'il soit soutenu par l'État ou par le gouvernement, ou pas d'ailleurs. Et j'en reviens donc à la première question, qui est de voir quels ont été les germes de cela au Pakistan. Au Pakistan, quand on a créé le Pakistan et quand il y a eu le front anti-soviétique en Afghanistan et quand le Pakistan a coopéré avec les Occidentaux contre les Soviétiques. Bien sûr, on ne peut pas défendre cette partie de l'histoire du Pakistan. Tous les pays qui ont été impliqués, qui ont créé ce bourbier afghan, ont eu la possibilité de réfléchir à ce qu'ils ont fait parce que ça a créé vraiment un monstre de Frankenstein. Ça a créé des monstres qu'on n'a pas pu maîtriser. Cela a décimé une population entière en Afghanistan, mais aussi au Pakistan. Parce qu'on y a tourné le dos d'un coup, d'un claquement de doigts. Une fois que l'Empire soviétique s'est effondré, on a décidé que c'était la fin de l'Afghanistan. Et puis ensuite, l'Irak a détourné l'attention. Ça s'est passé également lorsque l'Ukraine a détourné l'attention des décideurs internationaux qui artificiellement essayaient de créer un projet en Afghanistan. Et quand l'ISAF partira, Kaboul s'effondra de son perchoir artificiel et ce sera à Islamabad de reprendre, de rassembler les morceaux. Mais heureusement, Kaboul s'en sort beaucoup mieux que ce qu'on pourrait croire. Et je suis un observatoire assidu de l'Afghanistan. Et nos pays sont liés à bien des égards, l'Afghanistan et le Pakistan, par la politique. Il y a des trajectoires très claires dans les expériences quotidiennes de ce lien. Selon le régime Karzai, nous n'avions pas confiance en ce qui allait se passer, que ce soit la coopération sécuritaire, mais maintenant avec le nouveau président, avec le nouvel gouvernement de Kaboul, les choses sont maintenant un peu plus optimiste. Donc Kaboul fait preuve de beaucoup de capacités tout seul et pas grâce à l'argent qui est venu arroser le pays. Maintenant, Kaboul mène une certaine réconciliation avec les talibans. Et c'est reconnu par toutes les capitales. Bien sûr, il y a eu des erreurs dans la guerre en Afghanistan et la façon dont on l'a menée. Je ne souhaite pas faire porter la faute sur l'ISAF ou sur la coalition des Américains. Parce que le Pakistan a pu réfléchir à son rôle. Ça nous a créé beaucoup de préoccupations pour nous, Pakistanais. Nous avons gaspillé énormément de temps, perdu beaucoup de temps pendant lequel des groupes armés ont mené attaque après attaque sur notre sol. C'était un carnage dans notre rue. Il y a eu des morts pakistanais à cause de cela, parce que la coalition n'a pas pu réfléchir à ce qu'elle voulait faire de l'Afghanistan. Est-ce que je peux faire porter la faute sur n'importe qui en tant que citoyen pakistanais? Non, pas contre mon gouvernement ou bien sur l'ISAF, parce que je me rends compte que la violence sur le terrain est liée à des décisions prises très loin, dans des capitales occidentales, ou même beaucoup plus près de nous, à Islamabad. La politique de défense ou la politique étrangère n'ouvre pas la porte aux apports, aux contributions de la population. Et sauf si l'on revendique très fort, peut-être qu'on sera entendu si l'on a assez d'importance, mais pour la masse des citoyens, eh bien, cela entraîne beaucoup de souffrance et on n'a que peu d'influence sur cela. J'en viens maintenant à l'histoire de l'État islamique et du Khorasan, comme vous l'avez dit, pour répondre à ce qui a été dit dans l'intervention du discutant. On essaie de réfléchir aux implications de l'État islamique au Pakistan. Certains vont vous dire qu'il vient d'arriver, d'autres vous diraient que c'est vraiment marginal et qu'il n'est pas encore là. Il y a deux courants de pensée. Je pense que l'EI est encore une variable dont on n'est pas très sûr.
Bien sûr qu'il arrive. Il est peut-être déjà là, en grand nombre. Et pourquoi ne le serait-il pas? L'Afghanistan et le Pakistan ont formé ces lignes de fracture, ces endroits dans le monde où il y a un soutien idéologique pour ce genre de courant. Ça n'est pas administré par qui que ce soit, cela vient d'un soutien populaire. La population soutient ce genre d'idéologie. Nous ne pouvons qu'espérer, bon, on peut peut-être pas espérer, mais l'on sait que l'expérience de la violence a repoussé beaucoup de personnes de cette idéologie. Auparavant, il y avait beaucoup plus de soutien pour les talibans. Maintenant, ça n'est plus le cas parce qu'on a vu quelles en sont les implications et ce que les talibans représentent. Il y a eu un changement de mentalité au Pakistan, pas simplement du fait du gouvernement, mais aussi dans la population, chez les parlementaires, chez les décideurs, chez la grande majorité des personnes qui travaillent au Pakistan, les jeunes qui ont vu les conséquences de la violence et qui lui ont tourné le dos. Donc, quand l'État islamique arrivera, que pourront nous faire? Les frontières sont poreuses, les idéologies se déplacent. Mais la carte du Khorasan que vous avez montrée m'a intrigué. On peut voir qu'il y a aussi une partie qui recouvre l'Iran. Ça, c'est en fait le Khorasan tel qu'il était il y a de nombreux siècles, comme on l'imaginait. Bien sûr, les talibans ont aussi beaucoup d'ambition. Ils se sont baptisés selon des parties du monde qui représentaient l'empire islamique. Mais cet empire, je pense, n'adviendra jamais. Une grande partie se retrouve en Iran où il y a une frontière très stricte. Et même si le Khorasan, même si cet empire était persophone, je pense que, vu la puissance politique en Iran, ça ne sera jamais le cas. Et puis aussi parce que l'Afghanistan n'est plus le Khorasan. Enfin, j'aimerais vous expliquer comment les médias internationaux n'ont pas vraiment bien traité l'histoire du Pakistan. On a lu beaucoup d'articles dans le New York Times ou bien même en Australie sur le Pakistan. Et on a vu ce que le monde pense du Pakistan comme un enfant à problème, comme un pays qui éternellement fera les gros titres, mais pour de mauvaises raisons. Et quand je lis les journaux en 2016, je ne suis pas impressionné parce que je crois que le monde refuse de créer le dialogue avec le Pakistan. C'est toujours les mêmes histoires, les mêmes questions concernant la lutte armée, l'ISI, ce qu'on lisait déjà en 2008. Et il semble que cela domine la couverture médiatique du Pakistan encore en 2016, alors que les choses ont changé de façon spectaculaire. Et pour les leaders d'opinion, pour les journaux qui n'ont pas de lien, qui ne connaissent pas la situation, ils ne seront pas pris au sérieux au Pakistan, simplement parce qu'on se rend vraiment compte de tout le changement des changements qui ont été opérés. Nous savons quel est le rôle de l'ISI. Nous savons aussi comment tous les services de renseignement ont opéré sur ce théâtre. Il ne faut plus défendre les services de renseignement. Après ce qu'on a vu en Irak et en Afghanistan, je ne crois pas qu'il faut diaboliser ces services de renseignement. Il faut plutôt voir quels sont les instruments que l'on peut avoir pour influer sur les résultats de cette guerre. En tant que membre de la société civile ou de l'État, ce qui s'est passé avec la saoudisation de l'ensemble de la région, c'est une question que se posent aussi les Indiens. Il faut que vous lisiez ce que se demandent les Indiens pour voir quel est leur projet. Et ils sont en train de mener une remise en question très très profonde. Et les programmes scolaires également au Pakistan. La réforme des programmes scolaires auxquels j'ai fait référence ne relève pas simplement des madrassas.
je parle aussi de l'ensemble des programmes scolaires au Pakistan. Bien sûr, les madrasas sont un problème, elles continueront de poser problème. La plupart d'entre elles ne sont pas enregistrées. La plupart opèrent par le biais de l'Afghanistan ou de l'Inde. Mais il faut voir comment l'on peut renforcer l'État et le gouvernement dans ces actions saines pour améliorer le système éducatif. Je ne crois pas vraiment que l'on puisse pointer du doigt l'État pakistanais. En tout cas, ce n'est plus le cas. Maintenant, la parole aux questions de la salle. Et puis ensuite, alors, vous savez qu'il y a d'abord la priorité aux étudiants. Alors, je vous en prie, mademoiselle. Allez-y, puis ensuite j'ai vu M. Cameron. Bonsoir. Je vous en prie, allez-y. Bonsoir, j'aurais une question concernant les relations entre le Pakistan et les États-Unis, pour savoir quelle est aujourd'hui la nature de leurs relations, et surtout sur la question des régions tribales, et est-ce qu'il y aura un lien entre l'augmentation des forces armées dans ces régions et le lien entre les États-Unis et le Pakistan. Et une dernière question à ce propos, entre la relation entre les États-Unis et le Pakistan, est-ce qu'il y a un programme commun de déradicalisation? Je vous remercie. Merci, M. Cameron, et ensuite Madame. Bonsoir. Alors, moi, ma question porte plus sur l'attentat du 16 décembre 2014, pour savoir si pour vous, est-ce qu'il vous semble avoir été un tournant dans la politique pakistanaise comme a pu l'être le 11 septembre pour Washington. Merci, Madame. Madame. Oui, vous avez bien fait, monsieur, de parler du Cachemire. Il y a quelques années, j'étais à Muzaffarabad, devant la ligne de cessez-le-feu, et j'ai vu les tortures qu'avaient subies les Cachemiris qui avaient fui le Cachemire annexé. Depuis 1947, une résolution a été prise par les Nations Unies pour exiger un référendum sur la population du Cachemire, pour qu'elle puisse se déterminer librement. Or, les Pakistanais, ça explique peut-être aussi certains attentats et puis des rancœurs violentes. Les Pakistanais voient que quand, par exemple, Saddam Hussein a refusé d'exécuter une résolution des Nations Unies, 2 mois après, l'Irak était envahi. Depuis 1947, dans toutes les facultés de droit, je suis maître de conférence honoraire à Dauphine, eh bien, on cite le Cachemire comme un problème de déni du droit international. Depuis 1947, c'est un petit peu long pour une résolution. Merci. Merci, Madame. Sans question, mais on a compris le point. Alors, on laisse répondre notre intervenant et je reprendrai ensuite des questions et je donnerai la parole à M. Boyer aussi. Non, on laisse répondre pour l'instant le... Merci, monsieur. La première question concernant les relations américano-pakistanaises et quelle en est la nature et ce qui se passe dans les zones tribales. Et il se passe beaucoup de choses dans les zones tribales. Comme je l'ai déjà dit auparavant, il y a un groupe trilatéral où le Pakistan, l'Afghanistan et les États-Unis se rencontrent. Il y a eu des réunions avec un programme particulier qui traite de la réglementation des frontières et tout un tas d'autres choses. Ça fait un moment qu'il y a ces réunions trilatérales. La frontière est extrêmement problématique. L'Afghanistan refuse de reconnaître la frontière, mais c'est une frontière de facto. Nous avons introduit des mécanismes biométriques. Il y a des échanges de milliers de personnes qui traversent la frontière pour aller travailler tous les jours dans la zone tribale. On n'a pas pu la maîtriser. Dans certaines parties, une certaine partie de la frontière se trouve dans des terrains très difficiles où il y a encore des combats. Mais il y a une partie de la frontière qui est maintenant pacifiée. On a lancé des discussions sur cela avec les Américains dans le cadre du programme TRAC 2 des pourparlers multilatéraux. L'idée était de savoir comment l'on pouvait sauvegarder cette région, mais on n'est pas allé très loin. Même si avec l'opération militaire qui a commencé en 2014, dont j'ai parlé, nous avons pu repousser les combattants armés
vers des parties plus reculées des zones armées. Ici, on voit, c'est ce que l'on appelle l'AFZT en français. C'est l'AFTA, les zones tribales sous administration fédérale. Et du côté afghan, il y a les frontières du Paktikan, Paktia, Kunard, où il y a vraiment des personnes, les pires, les insurgés. Kunar était vraiment un endroit horrible en matière de combat en Afghanistan. Y a-t-il un programme de déradicalisation commun entre les États-Unis et le Pakistan? Non. Malheureusement, je n'ai pas connaissance d'un programme de déradicalisation américano-pakistanais. Il y a d'autres problèmes, la lutte contre les combattants armés. Mais il y a des programmes de déradicalisation entre l'Inde et le Pakistan. Deuxième question, oui, complètement. Les attentats du 16 décembre ont vraiment été un tournant. Ça fait longtemps qu'on est habitué à la violence. Mais la férocité, les atrocités de voir ce massacre d'élèves, plus de 130 élèves ont été tués en quelques heures avec l'attaque des talibans contre cette école, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour les venger, on a lancé cette opération. Ça a vraiment touché à vif la psyché pakistanaise. On a vu vraiment que c'était vraiment le nadir. Et on ne peut plus tendre la main à ces personnes auparavant. Il y avait un argument très fort selon lequel il fallait tendre la main aux talibans. Et donc, oui ou non, on leur parlait, on ne leur parlait pas, les talibans. C'était vraiment un combat de mots, mais ça n'a jamais fonctionné. La paix n'a jamais fonctionné avec les talibans, et donc on a lancé cette opération et ça a vraiment, heureusement, décimé leur rang, et c'est à cause de cela, de cet incident-là. Troisième question, la ligne de contrôle. Oui, j'ai compris votre question. Est-ce que ça entraîne plus de violence? Ça entraîne plus d'extrémisme, bien sûr, au Pakistan. C'est un sujet éminemment émotionnel quand on voit qu'il y a des violations flagrantes des droits humains dans la partie du Cachemire sous domination indienne. Bien sûr, cela suscite de l'extrémisme au Pakistan. Bon, bien sûr, les deux pays revendiquent cette zone. C'est ce qu'on appelle aussi le programme inachevé de la partition indo-pakistanaise. Donc il y a la ligne de contrôle, la frontière de fait qui est très mal régulée. Il y a un harcèlement à cause des infiltrations. L'Inde se plaint constamment. Il y a aussi des bombardements. Et madame, vous avez raison de souligner le fait qu'il y a une résolution de l'ONU, mais rien n'est fait. Le Pakistan essaie d'internationaliser ce problème, mais en vain. Il y a un organe de surveillance qui a été évincé par les Indiens, donc on ne sait plus quoi faire. Et ça, c'est une ligne de fracture mondiale. Il n'y a aucune façon de résoudre cela, apparemment. D'autres questions, monsieur? Monsieur, je vous en prie. Je vous en prie. Ensuite, je donne la parole aux étudiants d'abord, toujours. Merci d'avoir décodé d'une façon aussi brillante, vous deux, le chaos de l'expérience pakistanaise. J'ai été frappé, monsieur, par un propos que vous avez tenu, monsieur Zaidi, concernant la radicalisation et dans les couloirs de la mort. Vous avez dit cela. Et ma question est la suivante. Comment expliquez-vous quels sont les mécanismes psychiques? Enfin, comment expliquez-vous en un mot ce phénomène lorsqu'on est à deux doigts de la mort, alors que ce décodage peut parfaitement s'expliquer lorsqu'on est dans la vie? Mais comment expliquez-vous que lorsque quelqu'un est à deux doigts de la mort, il décide de se radicaliser? Est-ce qu'on est à ce point dans la mésestime de soi pendant sa vie et on est en face d'un vide, ou y a-t-il d'autres mécanismes que vous avez pu analyser? Merci. Alors, je sais qu'il y a une question là, monsieur.
Les étudiants d'abord. Je vous en prie. Alors, moi, ma question, c'était pour... En France, on a tendance à penser qu'il y a une école qui veut que ce soit plutôt la radicalisation, c'est en fait l'islamisation de la radicalisation. L'autre école, c'est plutôt la radicalisation de l'islamisme. Donc, j'aimerais avoir le point de vue d'un chercheur pakistanais. Justement, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un problème lié à l'islamisme au Pakistan, ou c'est plutôt qu'il y a un manque d'état de droit et le fait de rétablir un état de droit avec une justice, avec une meilleure emprise sur tous les territoires, notamment les territoires périphériques, ça pourrait de facto réduire les facteurs de violence. Merci. Une troisième question. Allez-y, madame. J'ai deux questions. La première, très claire, très simple. Vous avez parlé de morts et vous avez dit 104. De 104, on est passé à 3000. Ce sont des morts suite aux attentats, c'est journalier, parce que si on multiplie 3000 par 365, ça fait presque... C'est par an. Je pense qu'il y a plus que 104 morts par an. Après les... Alors, posez votre question. Oui. Donc, j'aimerais bien une précision. Personne ne le sait ici. Merci, monsieur. Et la deuxième chose, et j'ai honte de la poser, là, j'ai vraiment honte, et je vais quand même la poser, Forcez-vous. monsieur. Oui, parce que je pense que tout le monde a la réponse, mais j'ai entendu à plusieurs reprises que, si vous voulez, les terroristes étaient financés par l'Arabie saoudite. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'en Arabie saoudite, il n'y a pas beaucoup de terroristes. Il y en a beaucoup plus au Pakistan, en Afghanistan, en Irak et dans ces pays. Et je voudrais comprendre pourquoi ils financent. Merci beaucoup. Merci de votre question, madame. Effectivement, le financement du terrorisme, ce soutien que les terroristes dans un certain nombre de pays peuvent recevoir de pays ou de groupements. Une intervention récurrente, elle a été notamment évoquée à la fois par Yves Boyer et par Salman Zaidi. Alors, je passe la parole à Salman Zaidi, puis ensuite, je sais que Yves Boyer veut aussi intervenir. Je vous en prie. Je vais commencer justement par la troisième question et je vous remercie de m'avoir qualifié d'éloquent. C'est un terme très, très élogieux. Oui, le nombre de victimes a augmenté et même, je crois que c'était de 2007 à 2012, en l'espace de 5 ans, que les chiffres sont passés de 140 à 3000 par an et ces chiffres ont... Sorry, Oui, je maintiens. De toute façon, ça fait beaucoup de monde. Et quelquefois, il y en avait plus que 10 par jour. Enfin, c'était la moyenne, mais c'était l'ampleur du problème tel qu'il était recensé dans le pays. Et effectivement, il pouvait y avoir plusieurs attentats dans une même journée avec des victimes un peu partout. Donc les nombres sont impressionnants. La question que vous posez est très juste. Pourquoi les Saoudiens financent le terrorisme ? On se le demande. L'Arabie saoudite a une idéologie qu'elle souhaite exporter. Ça, c'est clair, mais pour autant, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que vous avez un certain nombre de pays qui, si vous voulez, leur tendent la main, qui tendent la main aux Saoudiens. Vous avez des attentats qui vont du Pakistan au Moyen-Orient, au Proche-Orient ou ailleurs, et souvent... ce sont des événements qui, finalement, sont des corollaires de la politique étrangère du Pakistan. Et en fait, le Pakistan mène une diplomatie assez particulière avec l'Arabie saoudite. Donc, il y a quand même un certain nombre de contradictions grâce auxquelles, justement, les droits de l'homme sont bafoués, le projet salafiste est encouragé à travers des relations qui peuvent être sulfureuses avec l'Arabie saoudite. En tout cas, il y a des arrière-pensées de politique étrangère qui font que le Pakistan et l'Arabie saoudite entretiennent des relations qui vont un peu à double sens. Maintenant,
la question, est-ce que c'est l'islam qui se radicalise ou le radicalisme qui s'islamise? Est-ce que la radicalisation a une foi ou a une confession? Bon, il n'y a pas de vraie religion. Ce qui se passe, c'est que les gens qui cherchent des réponses se retrouvent en prison, se retrouvent internés. Bon. Et dans nos programmes de déradicalisation au Pakistan, on a vu que c'était pas tellement une conviction religieuse, mais simplement une espèce de réaction idéologique, un refus de la politique. Bon, alors évidemment, on peut dire que la radicalisation vient de l'exclusion sociale ou économique. Les terroristes disent voilà, nous prenons les armes parce que l'État nous a abandonnés. Au Balouchistan, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, c'est le discours officiel. Mais enfin, derrière le discours, vous verrez toujours qu'il y a en fait des opportunistes qui instrumentalisent tout le monde et qui ont en fait un projet politique, qui veulent prendre le pouvoir. Si vous enlevez la rhétorique islamique, finalement, au bout du compte, vous avez des gens qui veulent le pouvoir par les moyens les plus divers. Enfin, bon, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Et puis, effectivement, la radicalisation dans le couloir de la mort, c'est pas simplement au Pakistan, en France, au Royaume-Uni. Enfin, j'ai parlé de la France parce que j'ai lu des articles là-dessus, la façon dont vous aviez des détenus qui ont été mis en détention solitaire parce qu'ils continuaient à radicaliser autour d'eux. Au Pakistan, celui qui a assassiné la jeune fille accusée de blasphème, il avait tué également un gouverneur parce que celui-ci qui préconisait une réforme de la loi sur le blasphème, lui, ayant assassiné ce gouverneur, s'est retrouvé en prison où il a été considéré comme un héros national et qui a été idolâtré et tout condamné à mort qu'il était. La radicalisation a eu lieu autour de lui. Il y a eu toute influence autour de lui. Même quand les talibans étaient en prison, il y avait des opérations qui étaient menées depuis la prison. Enfin bon. Donc, vous aviez un profil politique qui se rehaussait quand ces gens se retrouvaient en prison, et en même temps, leur capacité à influencer, à recruter, même à coordonner, cette capacité s'est trouvée paradoxalement renforcée depuis la prison, et même les couloirs de la mort. Je voudrais revenir brièvement sur 2 points et évoquer juste très brièvement un autre point qui est plutôt de nature géopolitique. Les 2 points, en fait, c'est qu'un seul point. Radicalisation de la religion, certainement, mais là on touche à un débat qui, me semble-t-il, n'est pas encore mûr en France. On ne peut pas encore parler de cela, c'est trop sensible, c'est trop délicat. Simplement, je voudrais faire 2 remarques très brèves. Radicalisation quand vous êtes dans le couloir de la mort, vous savez que vous allez mourir. Pour quelqu'un qui croit, qui a une foi, mourir, c'est atteindre le paradis. C'est ça aussi. Je veux dire qu'on soit catholique, musulman, etc., on croit en un au-delà, bon, etc. Bon, radicalisation de la religion, donc je reviens sur ce thème, à mon avis, c'est un débat qu'on ne peut pas avoir en France. Parce que si on prend un certain nombre de hadiths, de commentaires du Coran, il y a des hadiths qui sont suivis scrupuleusement par les gens de l'État islamique. Donc ils sont religieux. Donc ce n'est pas la radicalisation de la religion. La religion, c'est aussi ça. Mais, je le redis, c'est un débat qu'on ne peut pas avoir en France, me semble-t-il. Pour ça, je vais passer à un sujet moins délicat, qui est la dimension géopolitique. Parce que ce Pakistan, il est tiraillé, il est soumis à des forces très contradictoires. Mais est-ce que la géopolitique locale ne va pas avoir un effet à plus long terme sur ce qu'est le Pakistan et ce qu'il pourrait devenir dans une perspective beaucoup plus positive? Et là, je voudrais évoquer trois États. Le premier, c'est la Chine. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que peut avoir la Chine à terme. Pourquoi ? Parce que la Chine veut, pour des raisons de politique intérieure, développer ses provinces de l'intérieur. Développer les provinces de l'intérieur, c'est produire des marchandises. Quand vous êtes dans le Xinjiang, vous êtes à 4500 km des côtes chinoises de la mer de Chine. Quand vous êtes dans le Xinjiang, vous êtes à 2500 km de l'océan Indien. Donc c'est plus rentable, entre guillemets, d'expédier vos marchandises par le Karakoram Highway, Gwadar, et puis ensuite vous dispatchez. Donc la Chine peut avoir un effet, non seulement un effet, mais un intérêt à voir le Pakistan et l'Afghanistan stabilisés. Parce que si ces 2 pays ne sont pas stables, bien le commerce ne se fera pas.
Bon, c'est une hypothèse. Deuxième pays, c'est l'Iran. Alors l'Iran qui sort de son isolement, il y a un projet de créer un gazoduc qui irait de cette partie de l'Iran que vous voyez en rouge là, à travers ce gazoduc, pour aller jusqu'à un pays qui s'appelle Nawabash, enfin je prononce mal, hein, bon, au-dessus de Karachi. Et là, vous avez Karachi, et un petit peu au-dessus, vous avez Nawabshah. Bon. Et tout ça pour fournir le Pakistan en gaz naturel. Le Pakistan a un besoin énergétique énorme. Vous avez pendant la journée, il y a un certain nombre d'heures où il n'y a pas d'électricité parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire tourner les centrales à gaz notamment. Et donc l'arrivée du gaz iranien a supposé que ça se fasse, et d'ailleurs le tronçon pakistanais se ferait en coopération avec la Chine, on retrouve la Chine. C'est aussi une façon, si vous voulez, de renforcer les capacités du Pakistan à se développer, à produire, à faire vivre, à créer des emplois et donc peut-être à contribuer à stabiliser une partie de la population. Le dernier État que je veux mentionner, il a été mentionné à différentes reprises, c'est l'Arabie saoudite. Alors, juste une petite parenthèse, je ne pense pas que ce soit l'Arabie saoudite qui finance le terrorisme. Ce sont, entre guillemets, des mécènes saoudiens qui financent le terrorisme. Et ces mécènes sont extrêmement riches. Alors, l'Arabie saoudite et le Pakistan ont une relation compliquée parce que finalement, il y a eu un espèce de deal qui s'est fait dans les années 80, 90 et au début des années 2000. L'Arabie saoudite aide le Pakistan et le Pakistan finalement fournit une sorte de garantie militaire à l'Arabie saoudite. Et le Pakistan ouvre un petit peu ses portes, alors peut-être que monsieur ne sera pas d'accord, au programme nucléaire pakistanais. Il y a eu des accords secrets, etc. Or, il se trouve que cette relation entre Islamabad et Riyad est mise en cause aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'affaire du Yémen, et lors de l'affaire du Yémen, contre les Houthis chiites, l'Arabie saoudite a demandé l'aide, l'intervention ou l'apport de moyens militaires pakistanais, et les Pakistanais ont dit non. Et donc, d'une certaine façon, ça remet en cause un partenariat que l'on croyait fermement établi à Riyad. Et donc, si l'Arabie saoudite perd de l'influence politique à Islamabad, c'est peut-être aussi une perte d'influence par rapport au financement des madrassas, et dans ces madrassas les plus extrémistes, qui sont essentiellement financés par des mécènes saoudiens. Donc je crois que l'environnement international peut jouer en faveur du Pakistan. Évidemment, ça prendra du temps à produire des effets. Merci. Tu reviens à un sujet qu'on avait notamment abordé avec Aïcha Sidika. Est-ce qu'il y a une dernière question, monsieur ? Et on va laisser conclure notre intervenant. Monsieur, je vous en prie. Sur le rôle des forces armées, est-ce qu'au sein des forces armées, il y a un attrait pour la radicalisation? Est-ce qu'il y a une crainte qu'une partie des forces armées soit radicalisée ou en voie de radicalisation? Et notamment, est-ce qu'il y a une crainte sur Oui, mais alors à ce moment, le problème, c'est pas en anglais ou en français, c'est le problème du micro. Si vous mettez le micro au niveau de votre nombril, il y a peu de chances qu'on vous entende ni que vous soyez traduit. Voilà. Celui-là. So my question was about arms. Voilà, j'avais une question sur les forces armées, sur est-ce qu'il y a un phénomène de radicalisation au sein des forces armées? Est-ce qu'il y a ce phénomène où les militaires se radicalisent eux-mêmes, ou en tout cas une partie des effectifs militaires? Et est-ce qu'au Pakistan, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un effort pour surveiller cela, pour essayer de contenir ces phénomènes qui pourraient finalement avoir une incidence? Au mieux qu'une, et je pense que notre intervenant a pu comprendre la question qui lui était posée. Je lui laisse répondre et puis conclure cette conférence. Merci. La question que vous posez nous remonte déjà à quelques années. Vous rappelez que les Américains, enfin la presse américaine, se demandait s'il n'y avait pas d'abord le risque des armes nucléaires retombe entre les mains des terroristes. Je sais que dans nos négociations avec les Indiens, on s'intéresse justement à la question de sécurité nucléaire. Alors nous avons été un peu surpris d'apprendre des Indiens que
apparemment l'arsenal nucléaire pakistanais risquait de tomber entre les mains des talibans ou des terroristes. Et alors, ça, c'est des Indiens qui nous disaient, de notre côté, l'Inde est peut-être un ennemi du Pakistan, mais il y a des protocoles en place pour garantir la sécurité nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit par les Américains pour assurer le public. Il y a un débat au Pakistan pour savoir est-ce que nous savons comment ou dans quelle mesure l'arsenal nucléaire pakistanais est maîtrisé. Enfin, là, je crois qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute. Enfin, il n'y a aucun risque que des extrémistes, des talibans ou autres aient de quelque façon que ce soit accès à cet arsenal. Les moyens techniques ne sont pas là. L'arsenal est bien est très bien maîtrisé et gardé. Enfin, on ne peut pas. C'est un domaine, si vous voulez, complètement impénétrable et inaccessible. Bon, mais la question était de savoir s'il y aurait une porte ouverte entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan au coup de la question nucléaire. La question a été posée, mais finalement la réponse a été négative. Il y avait une certaine attente saoudienne, pensant que nous allions lui fournir l'arme nucléaire. Finalement, il semble se tourner vers la Chine. En fait, les missiles qui avaient été exposés par les Saoudiens n'étaient pas d'origine pakistanaise. Si on regarde une carte, si on regarde le déploiement de l'armée pakistanaise, les 3/4 de l'armée pakistanaise sont dans le Punjab face à l'Inde. Et donc là, il n'y a pas de problème de radicalisation. Le problème, c'est l'Inde, c'est pas la radicalisation. Et dans les forces armées, il y a très peu de soldats en particulier, voire d'officiers juniors, qui ont été, j'allais dire, pris pour radicalisation. C'est vraiment l'État dans l'État, et le problème, c'est l'Inde, et comme je viens de le dire, les 2/3, voire les 3/4 de l'armée, c'est le long de la frontière avec l'Inde. Donc on est loin des Pashtuns, on est loin de là où se passe la radicalisation. Merci Yves. Une fois de plus, je pense que cette conférence a démontré combien on a intérêt à ouvrir vaste l'université et combien on peut se réjouir de cette invitation de nos collègues pakistanais, cette intervention de Salman Zaidi. Je ne le féliciterai pas, c'est un très brillant orateur, vous l'avez tous constaté, et il nous a aujourd'hui livré toute une série d'analyses qui sont très stimulantes pour notre réflexion et pour la suite de notre conférence. Nous le remercions beaucoup.